Saison 2017, le 25-26 juillet. Voilà. Bon, alors là, on va regarder ce champ-là. On a cultivé pour la première fois. Avant, c'était une prairie depuis une dizaine d'années. Et on a mis du compost, mais à peu près 5 fois moins que ce qu'on aurait dû, avec des morceaux de bois et tout ça. Et on a planté là vers 15 mètres. Donc on a mis un peu d'eau au pied des plantes qu'on a piquées, qu'on a plantées, mais bon, la terre était encore assez humide. Et puis on n'est jamais revenu, sauf maintenant pour récolter. Voilà. Donc ici en plus, tout le haut là, c'est que des dalles de rocher, il n'y a que 15 cm de terre. Et dessous, c'est que des dalles de rocher plates, comme ça là. Voilà. Que des dalles de rocher là. Et bon, ça pousse pas très bien, mais forcément, parce que aussi, il faut dire qu'il n'a pas réellement plu depuis le mois de février. Mais bon, on peut aller regarder, il y a quand même quelques petites aubergines. Les tomates, ça pousse bien. Bon, les aubergines, elles sont petites quand même. Là, il y en a un peu plus, par exemple sur cette plante-là. Voilà. Là, on va aller voir plus bas. Là, déjà plus bas, on voit qu'il y a un peu plus de terre et il y a plus de tomates. Elles sont plus belles qu'en haut. Ah, ça, c'est les languedociennes. Ah, tu filmes les languedociennes là. Voilà. Alors ici, c'est en bas du champ, il y a des aubergines un peu plus belles, comme on peut voir là. Voilà. Et juste en dessous là, il y a un grand morceau de courge butternut. Et là, sans une goutte d'eau quand même, depuis toujours. Voilà. On n'a jamais arrosé et il n'a jamais plu. Enfin, à part quelques gouttes qui ont mouillé 2 cm de terre. Donc Pascal, Oui. là ce sont on a vu des aubergines violettes de Toulouse, des tomates languedociennes, des courges butternut que l'on a repiquées en mai, plantées en pleine terre. Et donc voilà, ce sont des cultures sans irrigation. Ben oui, c'est Voilà. ce que je dis. Sans irrigation. Voilà. Mais sans eau. Il n'y a pas d'eau, à part l'humidité qui remonte des rochers. Oui. Voilà. Oui, c'est une chose très importante. Parce qu'il ne faut pas s'imaginer que ça puisse faire ça sur un balcon dans des jardinières. Il
il y a toujours de l'humidité qui remonte des rochers. D'après les géologues et les sourciers aussi, ils disent la même chose. Il y aurait quelques toutes petites sources à 180 mètres ou 200 mètres de profondeur. Mais enfin, à une certaine profondeur, il y a toujours plus ou moins de l'eau et il y a toujours de l'humidité dans les rochers, ce qui fait que l'humidité remonte. Mais c'est vraiment minime, parce que quand on regarde la terre, même on creuse à 1 mètre de profondeur, à la plupart des endroits, la terre elle est sèche, que ça fait de la poussière, hein. C'est comme dans le Sahara, quoi. Hein. Mais bon, il y a toujours quand même une certaine humidité. D'accord. Donc maintenant, on va aller voir les courges butternut. Voilà. Alors là, les courges butternut, on voit là, parce que là, il commence à faire, c'est bientôt midi, il y a du soleil, et ben, elles commencent à faner un peu pendant la journée, comme ça. Et après, ce qui compte, c'est que tant qu'elles redeviennent normales le soir et le matin tôt, enfin la nuit, et ben c'est bon. C'est normal qu'elles se flétrissent un peu, parce qu'elles évitent d'évaporer trop d'eau. Mais tant qu'elles redeviennent en forme le soir, hein, c'est que ça va pour la plante, quoi. Après, c'est vrai que si on voit que la plante elle reste fanée la nuit, là, c'est qu'elle risque vraiment de crever quand même. Hein. Parce que tant qu'il n'y a pas des racines d'arbres, ça marche de cultiver comme ça, sans une goutte d'eau. Mais par contre, comme là-bas, au bout du champ, là-bas, où on a mis des potirons, il y a toute une partie des potirons, ça va, mais ceux qui sont vers les chênes là-bas, eh ben, on pourra aller voir, ils sont restés tout petits et ça risque bien de donner rien du tout. Hein. Voilà. Pascal, est-ce que tu peux montrer des courges où, Oui. où en sont des fruits? Oui, eh ben, on va passer par là pour pas marcher dedans. Voilà. Ici, on peut les voir, mais il y en a partout, hein, là-dedans. Voilà. Là, il y a un fruit. Voilà. Là, il y en a d'autres. Il y en a d'autres de petits, là. Il y en a un peu partout, quoi. Oui, vas-y Pascal, tu as d'autres précisions au niveau des courges butternut? Oui, on fait des courges butternut et de ce qu'on fait en général. Parce que on a vu, entre autres sur internet, qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on raconte n'importe quoi, que c'est pas possible. Et là, pour n'importe qui a déjà fait du jardin et qui s'y connaît un peu, il peut vérifier. Hein. Par exemple, ici, hein, c'était une ancienne prairie, il y a encore de l'herbe hein, qui se voit partout là-dedans. Hein. Et évidemment, comme c'est des courges et tout ça là, hein, eh ben, on n'a jamais pu robiner ni faire quoi que ce soit. On peut même pas marcher dedans, en fait. Et comme tout le monde peut voir, eh ben, il n'y a pas une herbe qui a poussé. Oui, oui. À part une ou deux comme ça, là, mais sinon, on peut voir, il n'y a pas une herbe qui a poussé. Et ça, c'est vraiment la preuve hein, qu'il n'a jamais plu et qu'on n'a jamais arrosé. Parce que si on aurait arrosé ou s'il aurait plu, il y aurait une prairie ici dedans. Et oui. Oui, oui, les graines de parce mauvaises herbes parce que les graines d'herbe, il y en a de partout, il y en a des milliers. Mm. Et à part de temps en temps une par-ci par-là qui est arrivée à germer quand même, hein, eh ben il n'y a rien. Ce qui est la preuve qu'il n'y a jamais eu d'eau. Mm. Voilà. Et pourtant, voilà, il n'y a pas de mauvaises herbes qui germent. Et pourtant, oui. Les légumes, les courges, les plantes poussent bien. Voilà. Observez, elles sont bien vertes. Ah, et... elles pourraient pousser mieux. C'est sûr que si on aurait les moyens et qu'on aurait, par exemple, arrosé ne fût-ce qu'une fois, hein, il y aurait elle serait le double plus grande et il y aurait le double de fruits. Oui. Hein.
Oui. Alors ici, il y a c'est rempli de tomates, il y a encore de la terre là, mais plus loin là, et ben ici il y avait eu un orage. Il y avait un orage qui avait enlevé le mur en dessous et du coup ça a été recomblé sur à peu près 2 mètres de profondeur, rien qu'avec des cailloux. Comme on peut le voir là, c'est uniquement des cailloux. Il n'y a même pas 1% de terre. Surtout là, on voit mieux là ici. Je devrais venir de ce côté. Voilà. Oui, effectivement, c'est Il n'y a que des cailloux là, voilà, sur 2 une mètres de parcelle profondeur à peu qui a près. été difficile à planter, puisqu'il n'y avait que des cailloux, donc ça fait mal aux doigts. Mais bon, ce qu'on peut voir, c'est que les plantes, elles sont même peut-être plus vigoureuses que les endroits où il y a un peu plus de terre au début du terrain. Donc les plantes, ça les gêne absolument pas. Poussent très très bien dans les cailloux. Oui, donc c'était une question. Moi, j'habite dans le nord de la France, et là, on a plutôt des problèmes par exemple, pour les tomates, de mildiou, des choses comme ça, dues à des. Et tu dis que tu cherches aussi à développer des variétés qui résisteraient justement à des excès d'eau. Et ma question, c'est dans un climat comme le tien, où tu as appris à tes plantes à résister au manque d'eau, comment tu travailles sur des variétés qui résisteraient aux excès d'eau, sachant que vous n'avez pas d'eau? Oui, sauf que ici, il fait, par exemple là depuis le mois de février et probablement jusqu'au moins au mois de septembre, il risque fort de ne pas y avoir une goutte d'eau. Donc c'est sec, sec, sec. Il fait souvent des fois la canicule pendant 2 mois ou plus. Comme l'année passée, il a fait plus de 2 mois et demi la canicule. Cette année, bon, il a fait de la canicule tout le mois de juin, mais maintenant ça s'est un peu calmé. Mais n'empêche qu'il n'a toujours pas d'eau. Par contre, en automne, des fois à partir du mois de septembre, des fois à partir du mois d'octobre, en général ici, bon c'est pas chaque année, mais en général, au moins 3 années sur 4, et bien c'est comme la mousson aux Indes, il fait que pleuvoir tous les jours. Ou c'est comme en Normandie normalement, hein, parce qu'apparemment maintenant, même en Belgique ou en Normandie, il fait sec. Ouais. Mais donc le truc c'est que ici, en automne, en gros, on a le temps normal qu'il faudrait en Normandie. Et nous, ce qu'on fait, c'est que on garde toujours les graines des plantes qui ont donné, enfin, c'est pas ça exactement. Pour faire nos souches, pour reproduire, on récolte toujours les derniers fruits. Par exemple, là, les courges, elles donnent des fruits maintenant. Il y en a qui vont même quasiment être mûrs, enfin, peut-être dans un mois. Mais elles vont continuer à donner. En automne, quand il va pleuvoir, elles vont pousser encore plus là. Elles vont refleurir. Si jamais elles se sont arrêtées, en tout cas, elles vont faire encore plus de fleurs, pousser encore plus jusque dans les talus là. Et elles vont faire des fleurs et des jeunes fruits qui vont arriver quand il pleut. Après, il ne va pas s'arrêter de pleuvoir. Et comme on a un climat où il gèle très tard, en général, il ne gèle pas avant le mois de janvier, et bien ces fruits-là ont le temps de mûrir. Et on les récolte du coup 5 décembre, début janvier. Et là, on garde ces graines-là. Ce qui fait que ce sont des plantes qui ont appris d'abord à résister à la sécheresse, et ensuite, ils ont appris à résister aux maladies, aux mildious, aux excès d'eau. Même chose pour les tomates. L'année passée, toutes les variétés de tomates, on a récolté les dernières pour garder pour nous, pour les semences, le 4 janvier. Ah oui. 4 janvier. Voilà. Donc, il avait même gelé un peu au début décembre. Pendant 3 jours, 3 matins, tous les champs de tomates étaient blancs de givre, mais ils ont résisté. Et du coup, on a gardé quand même toutes celles du mois de décembre et tout ça. Mais on a récolté les dernières le 4 janvier. Et là, le 5 janvier, il a gelé à moins 8, moins 10, et là, elles sont mortes. D'accord. Donc Pascal, alors pour résumer, en gros au niveau du travail qui est fait de la sélection, il y a une sélection au niveau des résistances
au manque d'eau, à la sécheresse, aux Oui, et maladies, et maintenant aux petites gelées. oui. Mais bon, ça, je préfère pas trop en parler encore, mais bon, parce que, mais c'est à vérifier. Mais bon, on a déjà eu des retours de personnes qui avaient planté début avril, par exemple en Corse. Il a gelé à -3 fin avril, et les figuiers étaient tout noirs, tout cramés. Et nos tomates et nos aubergines qu'ils avaient plantées, qui faisaient déjà 30-40 cm de haut, elles n'ont pas gelé du tout. Alors que même sur le thermomètre, c'était bien marqué qu'il avait fait -3. Ce qui est extraordinaire. Voilà. Parce que normalement, même à -1, ça gèle les tomates ou les aubergines. Mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Mais je voulais préciser quelque chose aussi. C'est que c'est pas que j'essaye de garder des variétés qui résistent mieux ou quoi. C'est que toutes les variétés qu'on cultive, je fais en sorte qu'elles apprennent à résister à la fois à la sécheresse par la force des choses, parce que ici on n'a pas d'eau ou quasiment pas d'eau et on n'y arrive pas, on n'a pas les moyens d'arroser ou d'irriguer et puis il ne peut pas. Et après, eh bien, on leur apprend aussi, on fait en sorte qu'elles apprennent à résister aux excès d'humidité, au mildiou, aux maladies et au climat plus frais et même maintenant un peu au gel. Voilà. Mais c'est valable pour tous les légumes. Bon, sauf peut-être certains comme les salades qui ont une vie plus courte, donc elles peuvent pas, une fois qu'elles font les graines, une salade ça meurt, ça ne peut pas apprendre à résister à plein de climats différents en une année. Mais par contre, on peut les planter à plusieurs époques différentes. Et elles ont quand même parce que par exemple, moi j'ai commandé chez vous de la merveille de Verano. Et j'ai pu avoir l'expérience que sans une seule goutte d'eau, parce que nous, j'ai mis la salade, il n'a pas plu enfin il n'a pas plu du tout, il n'y a pas une goutte d'eau, et elle se portait incroyablement bien, quoi. Donc ça, moi Oui. j'en ai la preuve formelle. Oui. J'en ai fait la preuve cette année que les salades, j'étais stupéfait de voir à quel point elles restaient fraîches Ah oui, sans une seule goutte d'eau, quoi. Donc moi je témoigne de cette chose qui m'a vraiment impressionné, quoi. oui, ben oui, parce que la plupart du temps, les salades, on les plante au mois on essaye de les planter début mai. Hein. Euh, mais en général, ici, après, quand on a planté les salades, bon, on met un petit coup d'eau pour les repiquer, et puis après, on continue à planter les autres champs, on ne revient pas, en fait, on revient pour récolter les graines après, au mois de juillet, août. Ouais. Hein. Mais des fois, entre-temps, quand même, pour en manger quelques-unes. Hein. Mais bon, voilà, on ne les a jamais arrosés ni rien. Les salades se démerdent. Hein. Et on a des énormes salades, hein, comme ça et comme ça. Quoi. Parce que si on les met devant le visage, devant la caméra, on ne voit plus la tête de la personne. Quoi. Et c'est pareil pour les concombres aussi, je voulais dire ça, c'est que partout autour de chez moi, tous les gens qui cultivent de manière traditionnelle n'arrêtent pas et n'arrêtent pas encore de me dire que des concombres, comme c'est composé à 90% d'eau à peu près, qu'il faut forcément de l'eau les arroser. Et j'ai commandé aussi une variété de concombres chez vous. Je ne sais plus laquelle, mais et c'est pareil, elles n'ont pas eu une seule goutte d'eau, il n'a pas plu, et puis les concombres sont pas du tout amers, ils sont excellents, et donc Et ils poussent bien. ils poussent très bien, ouais. Donc c'est pareil, ça a été une belle surprise pour moi aussi de constater là ces dernières Oui. semaines. Mais bon, c'est pareil pour les melons, par exemple. Mais moi, par exemple, une fois, il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui avait 80, plus de 90 ans, un ancien agriculteur de la plaine autour de Montpellier, vers Montbiot, où c'est traditionnellement, et c'est toujours le cas, ils font des champs entiers de melons. Et ce gars m'a raconté que en fait, eh bien, quand il était jeune, quand il plantait des melons, il y a 50, 60 ans, ça n'était jamais venu à l'idée de personne et il n'y avait absolument pas besoin de les irriguer, de les arroser. Il plantait les melons au mois de mai, fin avril là-bas, hein, et puis ça poussait très bien. Et il avait constaté que maintenant les variétés avec les semences du commerce, eh ben, si on les arrosait pas, eh ben, ça donne plus rien. Et par contre, quand on les arrose, les melons, ça les rend malades.
Du coup, c'est obligé de les traiter aussi. Voilà. Et donc, ça c'était... En fait, il confirmait ce que je fais. C'est que les variétés modernes, en fait, elles sont sélectionnées, les variétés du commerce, pour absorber un maximum d'eau et d'engrais chimiques. En fait. Et quand on essaye de les faire sans eau ou en bio, eh ben, ça produit plus rien ou quasiment plus rien. Parce que c'est pas adapté du tout. Voilà. Et par contre, les anciennes variétés, et puis nous, en plus, on les habitue, même celles qui n'étaient pas habituées, parce que par exemple, on a une variété de melon qui originaire de Rennes en Bretagne. À l'origine, c'était pas une variété de melon qui était habituée à la sécheresse. Par contre, c'est une variété de melon que même au mois de novembre ici, quand il n'y a presque pas de soleil, qui pleut tout le temps, on a toujours des melons très sucrés. Parce qu'ils ont sûrement appris en Bretagne à faire des melons sucrés avec presque pas de soleil, quoi. Voilà. Et puis sur la préparation de la terre, il me semble que si je dis pas de bêtises, ta préparation, c'est le fait de mettre beaucoup de compost. Tu mets du compost Oui. partout. Ben, Comment tu la prépares ta terre en fait? Oui, ben, alors, Tu la retournes? non, jamais. En fait, on a un Actisol. Oui. C'est un outil qui a été inventé dans les années 60, spécialement pour l'agriculture bio. Et c'est comme comment dire, en fait, ça aère la terre. C'est comme si on planterait un sabre dans la terre et qu'on le tirerait. Ça décompacte un peu, ça aère la terre, mais ça ne la retourne pas, ça ne la bouge pas de place. C'est vraiment exceptionnel si ça accroche à un rocher, que ça peut sortir une grosse pierre ou quoi, mais vraiment, normalement, non, ça ne le fait pas. Ça la bouge pas de place, et du coup, ça respecte vraiment la terre, mais ça l'aère, ça la décompacte, et puis si on passe plusieurs fois dans tous les sens, et ben, ça arrache quand même, enfin, ça déracine les herbes et tout ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs, que là, je montrais tout à l'heure, la plupart des herbes de la prairie sont restées là en surface, quoi. Voilà. Donc tu l'aères et puis tu voilà, je passe l'Actisol avec le tracteur et après eh ben, au dernier moment on amène le compost avec un petit épandeur à fumier là, et on le passe et juste derrière je repasse l'Actisol, bon ça l'enterre pas trop parce que évidemment ça bouge pas la terre de place et là on est quand même obligé de ne pas laisser le compost en surface parce que sinon il grille au soleil et ça sert à rien du tout. Et on le mélange dans les 8 premiers centimètres avec un outil qui mélange juste les 8 premiers centimètres du sol. D'accord. D'accord. Voilà. Parce que le compost, si on le laisserait au soleil, ou autrement l'autre solution serait de le laisser en surface et de pailler. Mais là, il faut quand même se rendre compte qu'on peut pailler 200 mètres carrés ou quoi. Mais après, quand on a des hectares et des hectares, il faudrait qu'on fasse venir 50 semi-remorques de paille, et ou qu'on ait nous-mêmes 50 hectares de paille pour pouvoir pailler 3-4 hectares de jardin, quoi. C'est ça. Que le paillage, c'est très à la mode. Oui, mais bon, c'est pas réaliste. Si par exemple on va avoir une ferme autonome, si tu veux pailler ne plus qu'un hectare, il faudrait que ici dans la région, peut-être qu'il y a des régions où les céréales poussent mieux, et peut-être qu'avec 10 hectares de céréales, tu arriverais à pailler un hectare, mais je suis pas sûr. Mais ici, il faudrait au moins 30 hectares de céréales pour arriver à pailler 1 hectare de jardin. Donc, comme on a 6 hectares et qu'on n'a même pas d'hectare de céréales, c'est pas envisageable. Et en plus, il y a un autre inconvénient, c'est que j'avais quand même un petit peu de paille et j'ai voulu tester une expérience avec des pommes de terre et j'en avais gardé aussi pour tester aussi sur des tomates ou des aubergines pour voir la différence. Mais je ne l'ai pas fait parce qu'il y a les sangliers qui sont venus là où j'avais mis les patates, ils ont tout détruit, parce que comme ça garde l'humidité, qu'il y a des vers sous la paille, ils retournent tout et ils détruisent tout. Et on a beau clôturer, ils passent en travers les clôtures, bon, on est toujours en train là de rajouter des clôtures, mais bon, c'est un truc de fou. Hein. Les plus résistantes au mildiou, par exemple? En fait, sont toutes
résistantes. On fait le même travail sur toutes nos variétés. Et je pourrais plutôt dire laquelle est actuellement encore la moins résistante au mildiou. C'était aussi celle qui était la moins résistante au mildiou déjà à l'origine, en fait la plus sensible au mildiou. Maintenant elle est devenue beaucoup plus résistante qu'avant, mais c'est toujours celle qui est quand même la plus sensible. Et on peut dire la moins résistante, malgré qu'elle est 10 fois plus résistante qu'il y a 20 ans. Mais c'est la noire de Crimée. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais sinon les autres, pendant plusieurs années, là, j'avais constaté que les Grégory Altaï, c'était parmi sûrement la plus résistante, mais maintenant, d'année en année, je vois même plus de différence avec les autres. Hein. Et en ce qui concerne la résistance au froid, c'est pareil, elles sont toutes résistantes au froid, ou il y a vraiment des variétés que vous faites qui sont plus résistantes? Là, il y a des variétés, oui. Par exemple, l'année passée, il y en a qui ont quand même gelé, la plupart au début décembre, quand il a gelé à -3. Et puis il y en a d'autres qui n'ont pas gelé du tout. Mais j'ai pas bien tout répertorié. Peut-être l'indigo ou la Oxford? Eh bien, celles qui n'ont pas gelé du tout, par exemple, il y avait les cœurs de bœuf Anarus, il y avait les cœurs de bœuf Suitar. La tomate des Andes, notamment. La tomate des Andes aussi. Très belle, c'est très bien comporté. Mais bon, il y a des variétés, je sais que quand même, j'avais quand même dégommé. Après, c'est un peu difficile à dire parce que des fois, il y a des zones où il peut faire, par exemple, il y en a qui font -2 ou -3, et puis il va y avoir une zone où il va faire 1 degré de moins en dessous de 0 et -4, et là, mais on ne peut pas le savoir, hein, j'ai pas mis des thermomètres partout. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il y avait à peu près ça de glace dans les bassines d'eau pour donner à boire aux bêtes, et que tous les champs étaient blancs de givre. Voilà. Mais j'ai pas mis des thermomètres qui marquent la température donc je peux pas dire exactement si c'est vraiment dû qu'il a fait peut-être 1 degré de moins à certains endroits et pas à d'autres. Hein. Voilà, parce que les gelées peuvent être plus ou moins fortes selon les endroits. Tomate marmande. Donc là, Pascal? Oui, ben là c'est pareil, on les a plantées, je crois que c'est les premières qu'on a plantées vers avant le 10 mai là. Les premières de tout le coin là. Et elles n'ont jamais eu une goutte d'eau, rien du tout. Et comme on peut le voir là, eh ben, il n'y a pas une herbe qui a poussé, parce que si on aurait arrosé, s'il aurait plu, je répète encore la même chose, mais il y aurait plein d'herbes qui auraient poussé. Et évidemment, il n'y a rien du tout là. Hein. Voilà, donc là par contre, ce qu'on va regarder un petit peu, c'est... Et là, ça fait un bon moment qu'on récolte. Au niveau voilà, des fruits qui sont mûrs, donc c'est une variété qui est hâtive. Et là, ça fait à peu près 3 semaines qu'on en récolte. Hein. Voilà. Depuis quoi, le 20 juin qu'elle avait les premières. Voilà, donc elle est bien précoce, la marmande. C'est une variété que j'apprécie parce que la plante est vigoureuse et on peut faire les salades, les coulis, et elle est très bonne au goût. Voilà. Tiens, on va aller voir plus loin là-bas dans un rangée. Voilà. Mais là, c'est les marmandes plus en bas du terrain où il y a un peu plus de terre, sauf à un endroit où il n'y a que des cailloux. Plus loin. Alors là, ce sont les melons petits gris de Rennes. Donc c'est une variété précoce dont Pascal a parlé. Donc là, cette parcelle, évidemment sans irrigation. Donc ce qu'on va pouvoir regarder, c'est est-ce qu'il y a des fruits? Est-ce qu'ils sont gros? Voilà, donc là on peut observer, donc c'est des melons qui sont très jolis.
Et là, il y en a des mûrs. Voilà. Ce qui est important aussi, c'est que quand ils sont verts comme ça, c'est qu'ils sont pas mûrs. Voilà, Quand ils sont mûrs, là, mais là, il est trop mûr. J'aurais dû venir, voilà, parce que du coup, il s'est fendu. Hein. Voilà, là, ça va encore. Mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop mûr, autrement... Donc là, on va... Voilà. Là, il est à moitié comme ça, mais là, c'est bon. Même, il s'est fendu quand même. Voilà. Alors attends, Pascal, doucement, montre. Là, il est jaune un peu d'un côté. Voilà. Voilà. Donc là, ce qui, quand même, moi, il me semble assez extraordinaire, c'est de rappeler, donc, sans irrigation, de voir que les plantes sont pas mortes. Il y a des fruits. Et bon, voilà ce qui peut paraître pour les melons. Voilà. Assez extraordinaire, sans eau. Mieux à récolter, voilà. Ouais, quand ils sont un peu jaunes comme ça. Voilà. Là, Là, par rapport à celui-là, voilà. On va regarder la différence. Voilà, on voit ça, c'est bon à récolter là. Tu vas essayer. Ouais, non, c'est un t-shirt ça. Mais c'est pas grave, tiens. Ouais, ça va gicler partout. Tiens, c'est pas grave. Regarde la dame là, regarde. Attends, moi je vais la goûter aussi. Hein. Coucou, c'est bon? Elle est bonne? Et faut pas manger la tige. Ah, c'est excellent. Attends, je la t'inquiète pas, le temps de croque. C'est sucré, hein? Très bien. Moi je les aime beaucoup. Elles sont excellentes. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bonne. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimes? En plus là c'est l'heure Ah bah là, de manger, alors ça passe bien. là on rajoute pas de sel, hein?